Alors la localisation, qu'en penser en tant que directeur d'une ONG depuis son siège? On peut en penser que du bon, hein. Bien entendu, déjà, ça serait politiquement incorrect d'être contre la localisation, hein, quand on voit les chiffres, 2% de financement direct et une capacité de réponse sur le terrain qu'on ne pourrait pas considérer moins bonne que des acteurs internationaux, il y a clairement une inégalité. Donc être contre, ça serait être politiquement incorrect. Et également, enfin, quand on a l'expérience de travailler aussi sur le terrain, on peut voir que ça serait aussi aberrant d'être contre, parce que ce serait sous-efficace de ne pas aller vers la localisation. Alors les arguments, on les connaît bien, les acteurs locaux sont présents avant, les acteurs locaux sont présents après. Ils ont une vraie connaissance des populations, des besoins, des vraies compétences d'accès. Donc, effectivement, en tant qu'acteurs internationaux, on ne peut être que pour la localisation. Alors, quelques précisions. Donc, on est un acteur humanitaire de terrain. Et j'insiste sur le côté humanitaire parce qu'il y a beaucoup de littérature sur la question du partenariat dans le domaine du développement. Dans la question de la réponse humanitaire à la réponse d'urgence, il y en a un peu moins, et les succès sont quand même un peu moins fréquents. Alors, je vais essayer d'apporter le point de vue du terrain, et ça tombe bien parce que cette semaine, on a tous nos directeurs pays qui sont rassemblés à notre siège, il y en a certains dans la salle, hein, je les remercie pour leur présence. Et même si mon point de vue, c'est d'être uniquement positif par rapport à la localisation, moi je leur ai demandé leur avis par rapport, alors pas à la localisation directement, mais plus particulièrement par rapport à l'approche en partenariat. Et là, les réponses sont un peu différentes. C'est-à-dire que là, si on se base sur l'expérience au niveau du terrain, je vais vous en citer quelques-unes des réponses. Par exemple, déjà, on est déjà tellement surchargé avec la réponse humanitaire d'urgence. Comment pourrait-on trouver le temps de renforcer les capacités des acteurs locaux pour qu'ils puissent justement mettre en œuvre la réponse? C'est louable, hein, quand on voit le rythme de travail et la pression qu'il peut y avoir sur une mission humanitaire d'urgence, comment renforcer la capacité de réponse. Deuxièmement, et je pense qu'on est nombre d'entre nous l'ont vécu sur le terrain, on est par moment face à des demandes de bailleurs de fonds d'inclure un partenaire de mise en œuvre dans nos propositions de projet, souvent dans des contextes où on est présent depuis un certain temps, on connaît bien le terrain, on a une expertise d'intervention, une capacité d'accès. Donc finalement, on sent qu'on a une exigence qui est complètement arbitraire et qui est finalement assez contre-productive. Parce que finalement, l'acteur international a tous les moyens de mettre en œuvre une approche de qualité. Deuxième point, la question des financements, hein. On parle d'une durée de financement humanitaire qui est généralement des cycles annuels. Si on parle de mise en œuvre d'un partenariat, ça ne se met pas en œuvre en un an, un partenariat, ça se met en œuvre sur plusieurs années. C'est une relation de confiance à établir, c'est des transferts de compétences, une connaissance, un projet commun aussi à bâtir. Donc forcément, quand on ne sait jamais si on va être financé après cette année, mettre en œuvre un partenariat, c'est assez compliqué. Donc là, je dresse un tableau assez noir. Un autre exemple intéressant où en sortie de crise, en RCA, c'est pas récemment, c'était il y a quelques années, on travaille avec un partenaire local pour justement renforcer ses capacités et faire en sorte qu'il puisse prendre la suite des actions de sécurité alimentaire. Manque de chance, le projet prend fin en 2015 et on sait ce qui se passe en RCA. Tous les efforts qui ont été mis en place sont maintenant vains et les capacités du partenaire ont été complètement réduites de par la crise. Donc au final, on peut se demander, est-ce que l'acteur humanitaire est vraiment qualifié pour travailler en partenariat? La question de la réponse humanitaire d'urgence, c'est un souci d'efficacité, hein, donc de rapidité et d'indépendance qui pourrait se marier assez mal avec le partenariat. Bon, j'arrête avec le tableau noir parce que finalement, il y a des bons exemples aussi qui ressortent de la part des expériences terrain. J'en citerai quelques-unes. En République démocratique du Congo, où on travaille sur un programme de réponse rapide aux mouvements de population, un programme de réponse d'urgence, on a pu transférer des compétences à un acteur local, la Caritas locale, en province orientale. Et c'est un acteur qui a pu répondre avec nous, quand il y a eu la crise, au Kasaï, conjointement. C'est des choses positives. Au moment de la crise des Rohingyas, qui a encore lieu, on travaille avec un partenaire local et on met en œuvre les mêmes actions de manière conjointe sur place. Donc ça permet d'avoir une capacité plus importante de réaction. Et puis un dernier exemple en Syrie, où là on va travailler dans le domaine de l'eau et l'assainissement, hein, c'est notre spécialité chez Solidarité, et on va travailler avec un acteur syrien
de santé pour pouvoir justement avoir des programmes intégrés sur une réponse WASH et santé. Donc il y a aussi des bons exemples. Donc le retour d'expérience finalement, c'est qu'il n'y a pas de recette universelle par rapport au partenariat. La réponse, le partenariat va être possible sur certains terrains de crise. Ça va dépendre de tout un type de facteurs, du type de crise, de son intensité, de la nature, surtout de la maturité de la société civile sur un terrain en particulier. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion en tant qu'acteur humanitaire de terrain? C'est que la question de la localisation et de la réponse en partenariat, elle doit nécessairement ne pas se baser sur une délégation du risque, sur un risque sécuritaire notamment. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas accès à une zone qu'on doit transférer le risque à un acteur local. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. On ne considère pas qu'on va transmettre le fardeau ou le risque à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Parce qu'on a dans le discours général l'impression qu'on s'appuie sur les acteurs locaux pour les amener à intervenir dans des zones auxquelles on n'a pas accès. Or, on le voit bien sur le terrain, les acteurs internationaux ont encore accès à des zones extrêmement compliquées en termes de négociation d'accès. C'est encore possible. Il y a des exceptions, bien entendu, et la Syrie en est une partie de la Syrie en est une. Mais donc, c'est un des principes qu'on s'applique, ne pas transférer un risque. Voilà. Quand on est dans le contexte habituel, maintenant, des crises humanitaires, qui sont des crises humanitaires chroniques, on est à la fois à travailler dans des logiques de réponse structurelle et de réponse d'urgence ponctuelle. Donc là, quelle est la place et quelle est la nature, en fait, du renforcement de capacité, du partenariat qu'on va pouvoir monter, parce qu'on est vraiment dans un nouveau cas de figure. On n'est ni dans le développement, ni dans l'urgence, on est dans un mélange des deux. Voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on peut apporter en tant qu'acteurs internationaux? On travaille avec des financements institutionnels. On sait qu'ils sont excessivement compliqués à gérer, ces financements institutionnels. Le poids administratif de gestion est de plus en plus important. Et on voit bien que c'est quelque chose qui sera extrêmement difficile à gérer pour un acteur local. Donc peut-être qu'on a une expertise en termes de renforcement de capacité à transmettre sur la question du gestion de contravailleurs et l'accès à ces financements. Je pense que la question du renforcement technique sur des questions purement opérationnelles est illusoire. Les acteurs locaux ont des compétences qui sont similaires ou supérieures aux nôtres. Il faut voir où est la valeur ajoutée de l'acteur international. Et je pense que c'est vraiment sur les questions d'accès au financement ou de problématiques liées à des standards humanitaires un peu plus précis, comme la gestion de camps, la protection ou l'analyse des besoins. Voilà. Après, quelles pourraient être les limites à ces questions de localisation? C'est un vieux thème, la localisation, comme ça a été précisé, on entend parler depuis extrêmement longtemps. Pourquoi il est revenu au devant de la scène? Alors c'était à l'occasion du sommet humanitaire mondial 2016, et qui était quand même principalement motivé par deux choses. Le grand bargain, qui était le funding gap. Dans l'introduction du sommet humanitaire mondial, on parle de 25 milliards de dollars disponibles en tant que financement et 40 milliards de besoins. Donc il faut trouver un moyen de faire répondre plus avec le même montant d'argent. Et d'un autre côté, adapter le système humanitaire aux crises chroniques. Voilà. Donc est-ce que la localisation, par rapport au funding gap, est-elle vraiment une réponse? Sur les terrains sur lesquels on travaille, j'ai tendance à dire non. Parce qu'on est sur des terrains, si on peut les citer, comme la RCA, comme le Soudan du Sud, où on a une maturité de la société civile assez faible, on a du mal à trouver des partenaires locaux pour mettre en œuvre, et on voit les financements qui baissent. Et donc la réponse est déjà, rien que la réponse directe, excessivement dure à soutenir. Donc si, avec cette même situation, on doit renforcer et développer une société civile, ça va être excessivement compliqué. Donc en fait, la question de la localisation en tant que solution à une meilleure efficience du système me paraît clairement un faux argument. Après, il y a la question des intermédiaires. Effectivement, il y a des intermédiaires dans le financement du système humanitaire qui coûtent cher. Alors, est-ce que c'est les acteurs, est-ce que c'est les ONG internationales qui coûtent cher? J'ai des doutes par rapport à ça. Je pense qu'il y a d'autres acteurs, notamment au niveau multilatéral, qui probablement pourraient avoir des gains d'efficience importants. Et il y a aussi des initiatives, on pourrait citer par exemple le Start Network, qui permettent justement, en rapprochant des ONG du Nord, du Sud, de mettre en place aussi des mécanismes de gestion de financement, ce qu'on appelle les multipliers, de pouvoir gérer justement de manière plus efficiente des larges montants de financement
qui répondent comme ça aux besoins d'efficience des bailleurs de fonds. Voilà, après les limites, hein, elles ont été listées. Est-ce qu'elles sont les limites à la localisation? La question de la capacité sur une réponse de large échelle. Là, ça peut être un vrai problème dans certains cas, moins dans d'autres. C'est-à-dire que par exemple, on va prendre l'exemple du tremblement de terre en Haïti, il y avait probablement besoin d'une réponse humanitaire internationale, même si elle aurait été largement optimisable. Si on prend l'exemple de cyclone aux Philippines, il y a une capacité nationale, il y a une capacité locale qui est capable de le gérer. L'autre limite qu'on présente, c'est la question de la neutralité et l'impartialité des acteurs sur les terrains de guerre civile. Alors là, effectivement, ça peut être effectivement un facteur. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer l'indépendance et le respect des principes humanitaires que peuvent avoir les acteurs locaux. Et d'un autre côté, il ne faut pas se gargariser avec les principes humanitaires, parce qu'on sait que tout acteur international fait des compromis par rapport à l'application des principes humanitaires. Et puis le dernier point qui est souvent ramené en termes de limites, c'est la question de la non-neutralité dans des crises où on est sur une portion de la population qui est marginalisée par l'État central. Alors là, ça serait aussi extrêmement présomptueux de dire que des acteurs locaux ne peuvent pas faire preuve de cette neutralité. Je prendrais simplement l'exemple de la crise des migrants en France, où à Calais, on a des acteurs français humanitaires qui répondent aux besoins par rapport à un État qui ne veut pas répondre aux besoins d'une population donnée. Donc il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas non plus sur d'autres terrains d'action. Voilà, donc c'est globalement les limites qui pourraient être présentées par rapport à la localisation. Et puis après, les recommandations, elles sont dans le Grand Bargain, la question de l'accès au financement, la question de l'accès aux plateformes de coordination, qui sont excessivement complexes et dans lesquelles on voit très peu d'acteurs locaux. Et la question de la prévisibilité aussi des financements et de la durée des financements pour permettre justement le renforcement des capacités, la relation de confiance dans le partenariat. Voilà, donc rien de nouveau finalement dans les recommandations, dans les propositions. Aucune proposition de réponse et d'amélioration de ma part, juste un constat, et je serais ravi de vous entendre sur les solutions qu'on peut apporter à tout ça. Merci.